bonsoir à tous. Donc, merci d'être présents pour cette conférence du coup sur les métiers d'avenir en FinTech qui recrutent le plus. Donc je vais laisser mes intervenants se présenter à vous et puis après on commencera sur le premier thème. Honneur aux filles. Ça fonctionne ou pas? Oui. Vous m'entendez? Oui. Donc Delphine Monti, je suis une start-upeuse jeune dans ma tête. Donc j'ai créé ma FinTech en 2019. De formation, je suis docteur en sciences éco et à Dauphine. Et j'ai pas mal enseigné, j'ai pas mal roulé ma bosse dans le monde. C'est ma 3e société. Et quoi vous dire d'autre? J'ai commencé dans les salles de marché comme analyste financier. Je couvrais les secteurs comme le food and beverage sur l'Europe, l'IT et le luxe puisque j'étais à Milan. Voilà, et j'ai eu envie de créer FinWedge en avril 2019 toute seule. Et ensuite, je me suis fait accompagner par des associés et mon équipe aujourd'hui. Bonjour à tous, moi c'est Edouard Rib, je suis CTO chez Many-More, donc on est une fintech qui est spécialisée dans le wealth management et sa démocratisation. Alors bon, juste rapidement sur moi, donc d'un point de vue éducation, en fait, j'ai un doctorat en économie, donc voilà, comme ma voisine. Et en fait j'ai un peu roulé ma bosse, j'ai commencé aussi en salle de marché en tant que quant du coup, donc voilà, on continue, hein, c'est ça. Moi j'étais dans les commodities. Et après en fait j'ai un peu roulé ma bosse entre New York, Londres et Dublin sur des sujets en fait de finance jusqu'à mon retour en France assez récemment sur justement ces sujets d'investissement dans le retail et de leur démocratisation. Donc voilà. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Quentin Gendreau, j'ai un parcours qui est un peu plus différent. Il y a 2 personnes à ma droite. Donc moi, je suis diplômé d'un double diplôme en finance et en business development. J'ai commencé ma carrière dans la gestion de patrimoine, donc un peu comme vous. Et en parallèle, à la suite de cela, je suis devenu business manager chez Exaltefi. Donc ça va rejoindre un peu le monde des fintech et des startups, puisqu'on est une entreprise de conseil qui est spécialisée en finance de marché. Donc on intervient sur différents acteurs, banques de financement d'investissement, asset managers et dépositaires. Et du coup, voilà, j'occupe ce poste de business manager depuis 2 ans maintenant. Très bien, merci. On va commencer avec le premier thème du coup. Alors, pouvez-vous nous parler du coup de l'essor en fait des fintech aujourd'hui? Alors les fintech, on en parle beaucoup. On dit qu'ils sont très riches. France Invest, qui suit beaucoup l'affaire, nous annonce des levées de fonds faramineuses tous les mois. Quand on parle de fintech, en général, on parle de solutions de paiement. Mais dans la fintech, il n'y a pas que ça. Du coup, nous, pour parler de FinWedge, on est une solution B2B. On n'a pas du tout de solution de paiement. Et en fait, on a une plateforme qui s'appelle wedgeinvest.com, qui est une plateforme de valorisation financière faite suivant les modèles pas français qui sont développés à l'Université de New York, qui, à mon sens, est la référence mondiale. Alors sur la partie, pour moi, opportunité fintech, en fait, je pense qu'on a, en fait, d'un point de vue écosystème, une énorme opportunité, ce qui explique en fait l'attractivité du système aujourd'hui, parce que quand on regarde la finance, en fait, dans la finance pour tout le monde, c'est cher. C'est-à-dire que le frais d'intermédiation reste extrêmement élevé quand vous voulez acheter des produits, donc c'est de l'ordre de 2-3%, ce qui est énorme en fait, hein, parce que quand vous avez un rendement sur capital qui est de 5 à 7%, que il y en a 2 à 3 qui est bouffé, c'est quand même un petit peu Oui, bon, voilà. Donc vous rachetez l'inflation, c'est super, quoi. Donc voilà, donc nous on est parti un peu de ce constat-là sur la partie minimum. On s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour augmenter la productivité des gens qui sont à la source quelque part de cette friction. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que nous on est plutôt sur le B2B.
En réalité, on travaille avec des distributeurs de produits financiers et on leur fournit des outils de productivité pour qu'en fait, ils puissent toucher le plus de monde possible. Donc en fait, on automatise toutes les tâches qui sont un petit peu à aucune valeur ajoutée, à savoir la transmission de la donnée typiquement avec leurs fournisseurs, la gestion en fait de leur écosystème, en fait encore une fois de données en propre, et les recommandations d'investissement en termes purement quantitatifs, pour qu'ils puissent en fait se concentrer sur en fait la distribution de leurs produits et en fait la discussion qui est vraiment à valeur ajoutée avec leurs clients, qui est la diversification, la compréhension des problématiques en fait qui sont adaptées à tout à chacun. Et donc voilà, donc on pense qu'il y a énormément à faire sur tout ce domaine-là, sur le retail, parce que comme le disait ma voisine, en fait, nous, on est plutôt sur la partie, on va dire, conseil en investissement, mais il y a toute la partie également paiement, loan, qui est également améliorée, en fait, pour encore une fois aider la population, tout le monde. Hein. Et moi, ce que j'oubliais de dire, c'est qu'on travaille sur le private equity. Donc on a attaqué... par rapport à toi, je vais tutoyer, on a attaqué la partie obscure et opaque. Et justement, là aussi, il y a des frais, il y a beaucoup de frais, beaucoup plus que ce qu'on dit. Et donc, il y a énormément à faire pour rendre transparent toutes ces données, les mettre en cohérence, faire des recommandations qui ont du sens, justement pour aller plus vers les épargnants. Et là, c'est la vraie FinTech qui est en plein essor en ce moment. De mon côté, par rapport justement à mon secteur d'activité, nous on le voit, il y a effectivement avec l'essor des fintech, donc nous spécialisés de notre côté dans notre cabinet au niveau de la finance de marché, on le voit qu'il y a, alors je ne vais pas vraiment parler des secteurs d'activité en tant que tel, je vais plus parler du renversement des modes de travail aujourd'hui, puisque nous, notre objectif, c'est des clients qui nous appellent pour faire appel à la prestation de service. Donc, ils ont une problématique au sein de leur structure et ils vont dire, bon, moi, j'ai besoin de telle personne pour m'accompagner dans cette problématique. Nous, on le voit aujourd'hui et c'est pour ça également qu'Exaltefy a été créé. On est parti du constat qu'aujourd'hui, il y avait un grand bouleversement du monde du travail au travers justement de l'arrivée de ces fintech. Et du coup, on a créé Exaltefy pour pouvoir proposer les personnes qui vont pouvoir intervenir dans des fintech ou autres, des grands groupes type Crédit Agricole, type BNP Paribas, qui sont aujourd'hui en train de prendre le pli par rapport à l'arrivée de ces fintech et qui commencent à modifier leur mode de travail pour proposer justement ces consultants qui vont pouvoir intervenir dans toutes les problématiques rencontrées par les fintech et dans une autre mesure par des grands groupes. Très bien, merci. Alors, on va passer au deuxième sujet qui est un petit peu un complément de ce que vous avez dit. Au final, qu'est-ce qui définit vraiment une fintech? Et surtout, est-ce qu'une fintech est forcément une start-up ou un esprit de start-up? Alors ça, c'est une super question. Donc nous, on a eu pas mal de candidats entre les ingénieurs, on va dire, les financiers, un peu les juristes, parce qu'on a aussi des problématiques de compliance. Une fintech, c'est la fin et la tech. Alors, et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire des personnes qui sortent de master finance ou autres, qui vont aller se frotter avec des ingénieurs purs qui font du code toute la journée. Et ça donne beaucoup de friction. Ça donne des organisations qui sont obligées d'être très agiles. Et alors très agile, c'est pas parce que c'est à la mode, parce qu'on travaille par projet et qu'il y a des priorisations et que les remontées clients nous font aussi changer les priorités d'un jour à l'autre. Et il est commun de travailler aussi le week-end. Chez nous, les 35 heures, enfin je sais pas vous, mais on connaît pas trop. Voilà. Bon, alors je vais reprendre la fintech, c'est fin plus tech. Je pense que c'est un paradigme un petit peu qu'on a tous. Bon, étant CTO, je vais commencer par la tech quand même. Alors pour moi, en fait, il y a vraiment un truc qui est que la fintech aujourd'hui, c'est des solutions simples, en réalité extrêmement modulaires, parce qu'on voit que les besoins de nos clients, en fait, ils ont des problèmes business qui sont assez, je veux dire, simples, mais ils en ont plein de petits qu'il faut aligner. Et en fait, le vrai, je pense, enjeu d'une fintech, c'est d'arriver à saisir quelque part ce grand appareil de besoins et le décomposer en petites solutions qui aident les gens en fait dans leur quotidien. Donc voilà, c'est ça la fintech pour moi. Alors, je voulais ajouter un truc, je suis désolée. Justement, on en avait parlé. Dans une fintech, ce qui est très important, c'est pas de vouloir faire que des mathématiques. Parce que j'ai eu beaucoup de candidats, je ne citerai pas l'école, d'ingénieurs, où
Ils veulent faire des mathématiques, c'est super, hein, parce que nous, on développe des algos, on a 2 mathématiciens, on fait de l'IA, donc on fait de l'ARD, on est jeune entreprise innovante, donc on baigne dedans. Mais ce qui est très important, c'est les soft skills. Alors, vous allez me dire aussi que ça, c'est super à la mode, mais je vous assure que travailler en groupe de façon agile, avec des horizons précédents qui sont complètement différents, mettre son orgueil dehors et tout le reste, hein, c'est très compliqué. Du coup, je te rejoins, Delphine. Effectivement. Alors, moi, pour répondre à la question, alors c'est mon point de vue, encore une fois, je dirais vraiment que pour moi, la FinTech, donc effectivement, ça va traiter tous les sujets fin et tech, on est bien d'accord, mais il y a vraiment pour moi un état d'esprit. Alors, c'est pas forcément une start-up, hein, ça j'en suis bien conscient. Par contre, il y a quand même un état d'esprit start-up. Si je le calque, nous, à notre modèle au sein d'Exaltefy, aujourd'hui, on est 400 collaborateurs au sein du groupe Exalt. On était effectivement une start-up à la création il y a moins de 3 ans, mais par contre aujourd'hui on garde cet esprit start-up, donc de l'agilité, aujourd'hui des soft skills qui sont très importantes et qui ne sont pas demandées uniquement par nous en tant que recruteurs ou en tant qu'employeurs, parce qu'on est également leur employeur, mais par nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va préférer un profil qui va avoir moins de compétences en finance de marché, alors moi pas rien non plus, hein, mais par contre vraiment une tête une bonne tête pensante, quelqu'un qui va être sympa, qui va fitter avec les équipes et qui va pouvoir monter en compétences justement au travers de cette agilité. Donc effectivement, on est beaucoup conditionné dans notre parcours académique comme j'ai pu l'être précédemment. Et justement, pour moi, cet esprit start-up doit aujourd'hui rester et je pense que les fintech ont permis cette chose. C'est tout bon, vous vouliez pas ajouter autre chose ? Parfait, on va passer du coup à la prochaine question. Quels sont les métiers d'aujourd'hui et les métiers de demain ? Est-ce qu'on peut parler de réalité versus un petit peu le rêve ? Donc si je pense toujours à cette école d'ingénieurs qui est à Paris, où les étudiants sont excellents et on leur gonfle la tête en leur disant qu'ils vont aller faire du trading. Je suis désolée, mais aujourd'hui, il y a des algorithmes. Et en fait, ils font ça à votre place, en fait. Donc, c'est vrai que l'humain peut être très fort, très intelligent, très rapide, etc. Mais enfin, les algos sont carrément beaucoup plus efficaces. Donc, au niveau des métiers, alors, c'est vrai qu'on est au cœur de la transformation des métiers. Nous, on regarde surtout des profils hybrides. Alors c'est peut-être un défaut chez Finweb, je ne sais pas, hein, qui sont quelque part entre une sensibilité pour la finance, savoir peut-être développer en Python, comme le font d'ailleurs les gérants, les asset managers. Hein. Aujourd'hui, les assistants asset managers, ils savent développer en Python. Hein. Voilà, et puis quelques compétences en termes de langue, pas parler que français. Voilà, et les métiers, comme c'est très agile, il y a beaucoup d'overlap pour parler français. Et du coup, chez nous, on a 3 groupes, pour vous donner un exemple. On a un groupe technique avec une partie de développement pur et d'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, nous, on travaille sur ce qu'on appelle le clustering. Donc, on fait du machine learning. Je n'irai pas plus loin que ça. À côté de ça, vous avez des gens qui font de la modélisation financière et mathématique. Donc, ils s'aiment encore bien, ça va. Et puis, le 3e groupe, c'est le business dev. Et alors là, le business dev, ça part dans tous les sens. Et puis, ce qu'on appelle le growth hacking, hein, donc le digital marketing, qui est un vrai métier pour nous, pour une plateforme. Parce qu'on est obligé de travailler comme une plateforme, comme Uber. Hein, on est obligé de travailler comme ça pour aller chercher des clients. On est obligé d'avoir des funnels, on est obligé de comprendre quelles sont les conversions, etc. Donc, ce que je dirais, c'est que l'analyste financier, c'est plus l'analyste comme moi qui travaille avec Excel, un papier, un crayon et un téléphone. Aujourd'hui, l'analyste financier, il est aussi un peu ingénieur. Il s'est développé.
il sait faire des algos. Le développeur, il ne faut pas non plus qu'il se contente qu'à son code. Il faut qu'il comprenne ce que c'est qu'une valorisation financière. Donc, ce n'est pas forcément facile. Et puis, au niveau du business dev, on ne vend pas des chaussettes. On vend de la valeur ajoutée. On vend des mathématiques et de la finance, on vend du calcul en fait, avec de la précision, des indices, du scoring, enfin, etc., etc. Et du coup, les business dev, le nôtre, il sort de M Lyon, pour vous dire. C'est contrairement à ce qu'on pense en France, excusez-moi, mais j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, être business dev, c'est un beau métier dans la fintech. Alors, je vais peut-être rejoindre certaines des choses qui ont été dites. Je sais pas. En fait, j'aime pas trop la définition finalement de métier parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on voit qui évolue extrêmement rapidement. Moi, ma vision des choses est extrêmement simpliste. Bon, encore une fois, je fais de la tech, donc je suis sur ça des fois très terre à terre. Moi, je vois un peu la fintech comme une entreprise. C'est un peu un corps social avec deux trucs. Il y a la vente et il y a la production. Les deux vont un petit peu de pair. Mais ce que on peut dire en fait d'un point de vue métier, c'est qu'il y a énormément d'étiquettes aujourd'hui qui existent, en particulier côté tech, que je n'aime pas trop, puisqu'en fait elles ont vertu en réalité à changer extrêmement rapidement. Pourquoi ? Parce que je vous disais tout à l'heure que nous, ce qu'on cherche à faire, en tout cas la manière dont on vit la fintech, c'est une succession de petits projets pour aider les gens. Et ce que ça fait, c'est que ces petits projets, on a une économie en fait par projet au sein même de l'entreprise. Donc du coup, ce qu'on demande en fait aux gens qui travaillent avec nous et pour nous, c'est en fait de s'inscrire sur ces petits projets-là et en fait de faire un parcours qui est un petit peu custom. Ce que ça fait, c'est qu'à la fin, on a du dev full stack qui se retrouve également à faire un peu de QA. Et en fait, ce qui est extrêmement riche, c'est que toute cette succession d'expériences leur permet d'être extrêmement indépendants et ultra performants en réalité dans ce qu'ils font. Et c'est pour ça que se cantonner à une espèce de métier de spécificité aujourd'hui, pour moi, ne fait pas forcément trop sens parce que ça revient finalement à être moins productif dans un écosystème qui est quand même extrêmement compétitif, hein, soyons honnêtes. Donc, le métier en tant que tel, c'est de participer à la mission d'entreprise, si on peut le dire en tant que tel. C'est finalement ça, en fait, la fintech d'aujourd'hui et de demain. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et effectivement, donc, je rejoins ta vision exactement sur... pour moi, il n'y a pas vraiment de métier de demain. Par contre, il y a des compétences pour moi à avoir. Et effectivement, cette double casquette, donc ce que tu as dit Delphine également, alors d'ingénieur, tout est relatif quand je dis ça, mais d'avoir ce côté dev, ce côté fonctionnel en tant que tel, qu'on peut appeler une maîtrise d'un produit financier en particulier, parce qu'on ne peut pas tout connaître non plus, donc ça, il faut bien en être conscient. Mais pour moi, c'est un peu l'avenir, puisque demain, on a aujourd'hui une problématique qui est rencontrée, peut-être qu'après-demain, il y aura une autre problématique qui sera rencontrée, et si on ne s'adapte pas, et on se cantonne uniquement aux compétences qu'on possède aujourd'hui, ça s'arrêtera là. C'est-à-dire que vous ferez toute votre carrière la même chose. Nous, on le voit hein, dans notre secteur aujourd'hui, on est en formation continue parce on onboard des consultants qui n'avaient pas forcément de compétences aujourd'hui, par exemple en code, donc du VBA, du Python, toutes ces choses qui étaient à la base pas du tout utilisées dans les salles de marché et qui n'étaient utilisées uniquement par des commandos et il y avait des personnes qui étaient attribuées pour les salles de marché pour développer les algorithmes. Aujourd'hui, c'est développé par les personnes qui font le métier et plus par la personne qui était embauchée pour faire uniquement ça. Donc on le voit aujourd'hui, on essaye de les accompagner puisque les compétences d'aujourd'hui ne sont pour moi pas les compétences de demain et on verra ce qu'il en est. Je vais ajouter un truc, c'est clairement vrai. Et c'est un peu l'analyse qu'on fait d'un point de vue macroéconomique aujourd'hui. Alors on est en pleine présidentielle, donc je ne donnerai pas mon avis, mais on a énormément de chômeurs et puis on est soi-disant en plein emploi. Bon, il y a des petites incohérences et c'est justement une histoire de compétences d'aujourd'hui et de demain. Et pour donner aussi un exemple, chez Finwedge, nous on débauche des chercheurs en fait, aussi. Donc dans les nouveaux métiers, en fait, on a des chercheurs qui, vous en connaissez sûrement, hein, qui se destinent au CNRS et qui sont là pendant 40 ans. Et de plus en plus, les chercheurs, ils en ont marre d'être au CNRS. Et donc, ils viennent dans les petites fintech pour suivre des projets, parce qu'on travaille en projet, effectivement. Et voilà.
Alors, on va passer au prochain thème qui, vous avez déjà un petit peu parlé de ça, mais y a-t-il des formations spécifiques du coup pour travailler en FinTech et des prérequis et compétences que vous avez déjà un petit peu évoquées? Non, mais en fait, c'est un peu un résumé de ce qu'on vient de dire tous les trois pendant cette interview. Il n'y a pas de formation FinTech pour moi, hein, mais ça va être pour moi un état d'esprit déjà. Il faut aussi adhérer à un projet, c'est-à-dire que rentrer dans une boîte où en fait, on parle sur le papier de quelque chose qui n'est potentiellement pas encore développé ou qui commence à être développé, mais on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Hein. Donc déjà, voilà, il faut adhérer au projet, faut accepter également de monter en compétences, il faut vivre des épreuves. Enfin, pour moi, ça englobe beaucoup de choses et c'est pour moi les personnes qui travaillent aujourd'hui dans des fintech, dans des projets, dans des créations d'entreprises au global, doivent un peu s'accrocher, mais pour une finale, une belle réussite, hein, même si une belle aventure, même si ce n'est pas une réussite. Alors, je pense qu'effectivement, je suis très aligné avec tout ça. Il y a peut-être une petite chose, effectivement, pour moi, il n'y a pas d'école en fait pour aller, ou formation en tout cas pour aller à la FinTech, parce que finalement, ce que j'allais dire, c'est que c'est un peu l'école de la vie, hein, quand même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on fait tout le temps des choses qui sont différentes. Bon. En fait, je pense que le vrai truc pour moi qui m'importe, en tout cas que je vois dans tous les jours, c'est en fait l'attachement à la mission de l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on va faire des choses qui sont extrêmement différentes. Et en fait, ce qui fait que ça tient, parce qu'en fait, c'est finalement l'inscription dans le cursus. Il faut que les gens restent, y croient. Parce que sinon, en fait, si c'est juste là pour arriver sur un projet quand on a une stack technique qui est un petit peu lourde, ça fait nous quelques années quand même qu'on est sur le sujet. Il y a 3-6 mois en fait d'onboarding, c'est pour que la personne parte au bout d'un an. En fait, on a tout perdu. C'est gagnant pour personne. La personne s'est ennuyée. Nous, en fait, on a perdu énormément d'investissement aussi. C'est pas, encore une fois, vis-à-vis de notre compétitivité, c'est nul. Donc le vrai point, en fait, c'est pas tant la formation que la croyance en quelque part le modèle de l'entreprise et dans son management. C'est ça en fait qui nous importe le plus aujourd'hui à nous. Alors moi j'ai une vision un peu différente. Je pense que, alors il existe des formations, vous avez sûrement vu sur Internet, London School of Economics, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des trucs à Dubaï, il y a des trucs aux États-Unis, mais en général, quand on parle de FinTech, on parle de paiement. Ou alors on parle de crypto, mais toutes les FinTech font pas ça. En termes de formation, donc personnellement, je suis aussi enseignante parce que je m'ennuie. Non, je plaisante. Mais je suis enseignante à l'IAE à Paris, hein. Donc je vois les nouveaux diplômés et moi j'insisterai là-dessus sur le profil hybride. En fait, je pense qu'en France on a un gros défaut, c'est qu'il n'y a que les grandes écoles, je nommerai pas, hein, parce que bon, qui sont les meilleures et qui sont capables de réfléchir sur un problème. Et ben c'est faux. Parce que je suis aussi passée du côté de Boston et en fait ce qu'ils nous ont montré c'est beaucoup de cas de start-up qui se sont complètement plantés parce que c'était des gens de Harvard les plus intelligents du monde et ils ont passé leur temps à se battre et ils n'ont jamais émergé. Donc tout ça pour dire que les profils hybrides, c'est-à-dire de ne pas toujours avoir fait la même chose, c'est important. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous serez le premier de la promo en finance que vous allez intéresser FinWedge. Je préfère peut-être un profil moins voyant, mais qui a pris sa valise, qui allait voir ce qui se passait en Australie, qui a fait des formations en développement technique, qui aime bien l'intelligence artificielle, qui sait m'expliquer ce que c'est qu'une blockchain, voilà, qui a envie de faire. Et justement parce qu'on travaille en projet. Et ce que disait mon voisin, c'est qu'on est souvent à la frontière de l'état de l'art. Donc ce que je disais tout à l'heure, le clin d'œil du CNRS, l'opportunité pour un nouveau diplômé, ou voire plus, c'est pratiquement d'aller toucher des arguments qu'il ne touchera pas dans une grosse société sans aller faire de la recherche au CNRS. Merci. Alors peut-être rebondir sur cette question, du coup. Ce qu'on apprend à l'école
et au final, ce qui se passe réellement dans le monde du marché. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu la différence ou nous éclaircir un peu plus sur le sujet? Moi, je vais prendre la parole. En fait, de toute façon, ça, on en est tous conscients. Il y a la réalité de l'école, il y a la réalité du monde de l'entreprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, moi, si je dois mettre juste ma casquette de recruteur, aujourd'hui, pour moi, quelqu'un qui n'a pas d'expérience professionnelle, je le dis, c'est un bac+5 qui n'a aucune expérience professionnelle, je ne vais même pas le rencontrer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a fait 1 stage, 2 stages, 3 stages, je trouve que c'est valorisant et ça va me permettre de voir que la personne a vu ce qui se passait dans le monde de l'entreprise et a pu commencer un peu à s'aiguiller sur son parcours professionnel et sur son avenir. Même s'il ne sait pas ce qu'il veut faire, c'est pas grave. Au moins, il a pu voir ce qu'était le monde de l'entreprise. Il y a effectivement une différence entre parcours académique, entre nos expériences à l'école et nos expériences professionnel, bien évidemment. Après, faut pas non plus laisser l'école d'un côté ou que le pro de l'autre. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai envie de dire aussi, on est quand même dans un système en France où, pour être valorisé sur le marché de l'emploi, il faut un bac+5. Et ça, on le voit. Enfin, même moi, dans ma casquette de recruteur, on le voit. Et même chez nos clients. Donc c'est comme ça. Donc il ne faut pas oublier que les études sont importantes. En revanche, effectivement, privilégier un peu cette double compétence, toutes les voies qui sont aujourd'hui ouvertes pour potentiellement intégrer des PME, etc. en alternance, pour moi, c'est ce qui permet aujourd'hui de valoriser une personne, un candidat qui va postuler par la suite, parce que ça prouvera que, même si ce n'est pas dans le secteur de l'entreprise dans laquelle il postule par la suite, ça prouvera que le candidat a voulu avoir ce côté académique et ce côté professionnel. Voilà mon point de vue. Bon, je vais reprendre la parole. En fait, par rapport, effectivement, il y a un gap, on le sait tous, extrêmement fort entre la partie, on va dire, école, universitaire et le monde de l'emploi. Je pense que la meilleure chose qu'on a à retenir finalement, encore une fois, du parcours scolaire, c'est cette capacité à apprendre, puisqu'en fait, tout ce qui reste à la fin, c'est un monde qui change, un monde en perpétuelle transformation, dans lequel il faut s'inscrire, et en fait, c'est se réinventer de manière permanente. Donc c'est finalement ça qu'on doit retenir à la fin. C'est pas tant le fait d'avoir fait bac plus 225 avec des maths super poussées. Bon, pour la petite blague, pour une histoire personnelle, c'est ma chère est tendre est en médecine, donc du coup elle a fait bac plus 225, voilà. Et en fait, on voit justement que des fois le degré de spécialisation crée en fait quelque part une forme de divergence vis-à-vis du monde et de la société actuelle. En fait, ça aide jusqu'à une certaine limite. Et en particulier dans un monde qui change complètement, qui essaie en fait de se rendre plus disponible, la spécialisation n'est pas forcément toujours ultra utile. Donc encore une fois, on en reste sur comment plutôt que de la spécialisation, arriver à être ce généraliste qui apprend, qui s'adapte et qui contribue. C'est ça. Alors moi, j'ajouterais que les fintechs, c'est pas forcément un monde élitiste, hein, même si j'ai beaucoup de médailles, moi aussi, en termes de diplôme. Mais je pense que ce qui est important, au moins pour les startups, c'est de quelque part d'avoir de la colère. Alors je parle pas de Mélenchon, hein. C'est-à-dire en fait, de vouloir créer, d'être quelque part un entrepreneur. Ce que disent les Américains, hacker, pas dans le sens avec la capuche, hein, mais c'est vraiment vouloir faire, vouloir résoudre des problèmes. Et ça, c'est pas forcément dans les études. Une chose. Deuxième chose, c'est vraiment au niveau de l'esprit. Et moi, je reste sur les soft skills, c'est d'avoir un esprit mathématique, avoir un esprit logique. Être capable de comprendre des process, être capable de les créer, de les dessiner. Donc, quelque part, des compétences de design. Ça, c'est super important. Chez nous, on fait une séance par mois de session d'innovation où tout le monde innove. Et on n'a pas du tout les mêmes horizons, hein. Donc, bac plus 5, c'est bien, mais ça peut être moins, notamment dans le cadre d'une alternance ou de stage. Mais c'est une belle tête d'entrepreneur. Donc, parce que dans la fintech, il y a énormément de challenges. Donc, penser qu'on va faire 40 ans comme chez Renault dans les années 70, c'est un peu mort. Ou chez BNP, enfin voilà. Et avoir un esprit de créativité qui n'est pas forcément un diplôme. Parce que
Je le vois aussi chez les étudiants, hein. Il y a des étudiants qui sont excellents, mais au niveau de la créativité, bah non, ça ne le fait pas. Très bien, merci. Bon, on va conclure du coup cette conférence. Si vous avez peut-être une dernière chose que vous vouliez évoquer ou des points à ajouter, n'hésitez pas. Et puis après, on passera aux questions. Alors moi, je voulais ajouter que nous, on teste depuis quelques mois l'organisation en full remote. C'est-à-dire que mon équipe, elle est entre la Bourgogne, Sophie Antipolis, Paris et la Tunisie. Voilà. Et je pense que c'est super valorisant, surtout pour la jeune génération, parce que ça vous permet quelque part de travailler heureux et pas d'être obligé de prendre le métro et je sais pas quoi tous les jours. Enfin bref, c'est très beau Paris, hein, mais bon. Voilà. Et ce que je me rends compte d'un point de vue ressources humaines, et ça c'est très important, c'est qu'en fait le fait d'aller au bureau, pour nous c'est anti-routine. En fait, on se retrouve au bureau quand on a des choses à se dire, quand on doit faire de l'innovation en groupe, quand on fait des petits pivots, des choses comme ça. Parce que quand on est développeur, bah, on travaille avec un Jira. Voilà, typiquement, on a des tâches. Hein. Lorsqu'on est analyste, c'est un peu pareil. Quand on est bizdev, bah, c'est pareil. Nous, on travaille avec des plateformes comme HubSpot. Je ne fais pas de publicité, mais enfin, tout est déjà tout organisé. Donc, en fait, le bureau devient l'anti-routine. Et je dois dire que j'ai une équipe qui est très heureuse parce que bah, ils peuvent vivre où ils veulent grâce à la techno. Je vais devoir un peu avoir le speech aussi. Donc, on recrute évidemment chez nous, chez Benimor. Je pense que vous l'aurez compris. Enfin, nous, on a une approche en fait très sociale en réalité de l'entreprise. On a une position légèrement différente sur tout ce qui est par exemple télétravail. Nous, on privilégie donc on est à Paris parce qu'on aime Paris, sa grisaille et compagnie. À la Défense, pour être exact, pour être original. Hein. Donc nous, on est plutôt hybride en réalité sur le mode télétravail. Pourquoi ? Parce que en fait, on s'est rendu compte qu'on est bien prendre l'apéro ensemble. Finalement, ça tient aussi à 80. Donc voilà, on prend l'apéro tous les jeudis et puis ça nous importe. Donc on est resté à Paris. Pour rebondir également sur full remote, donc pourtant je suis originaire du Sud, hein, mais nous de notre côté, dans nos fonctions, en tout cas de sales, on a beaucoup de mal de notre côté à être en télétravail. Donc on a la possibilité de faire un peu ce qu'on veut, mais on a du mal, on n'y arrive pas. On aime bien l'émulation entre nous. On recrute également au sein d'Exaltephi, hein, bien évidemment, mais au-delà effectivement de ces éléments, il y a quand même beaucoup de métiers d'avenir, on ne les connaît pas encore. Et puis, écoutez, il faut continuer à monter en compétence sur les différents éléments. Et puis, ça permettra effectivement de créer de beaux métiers et de belles fintech par la suite. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos interlocuteurs dans le public ? Moi, je suis désolée, je ne me suis pas renseignée sur vos fintech, mais est-ce que vous pouvez un peu expliquer, parce que du coup, ça découle d'une nouvelle technologie, on va dire, dans un secteur en particulier ou pas ? Pour moi, fintech, ça veut dire nouveau. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Vos yeux. C'est comme ça que j'imagine. Bah, nous, on a digitalisé l'analyse fondamentale, donc la valorisation des sociétés dans le cadre d'opérations de croissance externe, c'est-à-dire de M&A ou de recherche de capital. Donc notre innovation, c'est qu'on a tout digitalisé et c'est un gros boulot qui a duré minimum 8 mois parce qu'on a accéléré grâce au Covid, mais on aurait pu mettre même plus sans le Covid. Et ce qui est encore plus innovant, c'est la partie IA, parce que c'est une plateforme qui va devenir intelligente, mais elle est d'abord humaine. Hein. On ne fait pas de l'IA sans le faire de façon humaine. Donc aujourd'hui, on est moitié humain, moitié IA, et on évolue vers ça pour pouvoir donner des recommandations à nos clients qui sont aujourd'hui des entrepreneurs. On ne fait pas d'audit. La finance, c'est pas de l'audit. Non, mais parce que en fait, je pensais que dans le cadre de M&A, je pensais que c'était dans le cadre
Alors, c'est de l'analyse financière, c'est de l'analyse fondamentale. Donc, ça part des données historiques, pour résumer les choses. Et à partir des données historiques, on va avoir un profil avec des équilibres. On va avoir une vision entrepreneuriale et on va pouvoir faire des forecasts. Ces forecasts vont être mis dans la moulinette du moteur de calcul combiné qu'on a développé et on va pouvoir en tirer une valorisation qui tient compte du clustering de la société, qui est plus fin qu'un secteur, parce que ça c'est un gros problème d'un point de vue financier. Voilà. Et puis on a toute une série de risques. En fait, on est aussi, j'ai oublié de le dire, on est aussi en train d'innover en termes d'analyse financière. En fait, nous, on est jeune entreprise innovante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on fait partie des sociétés innovantes en France. On a été labellisé pour ça. Donc, on fait de la recherche, ça veut dire. Et notre recherche, elle est sur trois points pour répondre. Je réponds en complément. Donc, elle est sur la digitalisation de la valorisation. Elle est sur l'étude et le développement de l'état de l'art de l'analyse fondamentale. Donc, par opposition à l'analyse technique, je ne sais pas quel est votre profil, mais voilà. Et la troisième chose, ça sera pour dans 18 mois. On réfléchira ensuite, quand on aura assez de data, à la blockchain. D'autres questions ? Alors, donc nous, Many-More, en fait, on a 3 axes principaux sur notre offre. On a un axe qui est la donnée. En fait, alors je sais pas, je parlerai peut-être pas forcément d'innovation sur la donnée parce que la donnée a toujours existé, hein, en particulier en finance. Ça reste une industrie. À la fin, c'est des chiffres. Hein. Par contre, nous, on a notre force, c'est le travail, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on est parti du principe que chacun a son modèle de données, ce qui est vrai. En fait, on prend tous les fonds et compagnie, c'est le bordel en réalité. Voilà. Ah bah oui, et nous on est agrégateur en fait à la base. Donc on a passé beaucoup de temps, d'efforts à comprendre un petit peu quels étaient les modèles de données des uns et des autres pour le faire converger sur un modèle unique à distribuer. Donc ça c'est notre boulot numéro. Alors est-ce que c'est de l'innovation après à définir ? L'innovation ça peut être un standard. Alors si nous on se définit comme standard, bah voilà. Ça, c'est un bloc. Le deuxième, en fait, il a plus trop trait à de l'algorithmie, je dirais, aujourd'hui. Parce qu'en fait, on a pas mal d'algorithmes, justement, de recommandations. Qu'est-ce qu'on fait de la donnée, après, hein, c'est ça la question. Et nous, en fait, on fait des recommandations à partir de la donnée sur des investissements financiers. Et là, le troisième, qui nous a valu, en fait, justement, l'inclusion et un label innovation également, c'est qu'on a un côté qui est quasi legal tech. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans le wealth management, la donnée, c'est bien, les chiffres, c'est beau, il y a plein de petites clauses à la fin des papiers. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que on est parti du principe que vous êtes une personne, vous avez des besoins, et ben en fait, quand il faut faire une recommandation en fait d'investissement sur pas vous, mais votre foyer, il y a pas mal d'implications légales en réalité. Et du coup, on a construit un système de recommandation qui prend ça en compte. Donc, ça matche vos objectifs, les contraintes en fait juridiques que vous pouvez avoir, avec simplement les investissements tels qu'ils sont disponibles actuellement. Voilà, ça c'est nous. Merci. D'autres questions ? Oui. Merci de votre présentation en premier lieu. Je disais merci de votre présentation et j'ai une petite question. Un Finwedge, mais n'importe qui peut répondre évidemment. Parfois, on semblerait à peu près le client type. Donc en fait plus ou moins, et quelles sont vos perspectives d'évolution également, grosso modo, dans ce secteur dans lequel vous êtes entreprise ? Évolution pour l'entreprise ou pour les ressources ? Je veux dire, par exemple, en potentiel commercial, en potentiel développement, je veux dire, en termes de chiffre d'affaires, par exemple. La première partie de la question, c'était quoi la première partie ? Alors oui. Alors nos clients aujourd'hui sont des startups qui sont comme nous en fait, qui sont en situation de pré-seed seed. On a aussi quelques clients qui sont beaucoup plus importants et qui sont en pré-IPO, donc qui ont une dimension entre 10 millions et 20 millions de chiffre d'affaires.
Et là, il y a des raisonnements en termes d'émissions, d'obligations ou en termes de mise sur le marché sur Euronext. C'est des raisonnements européens parce que je viens de Milan et en fait, je suis française, mais j'ai beaucoup travaillé là-bas, mais j'ai beaucoup de prospects aussi là-bas. Et d'ailleurs, on est en train de monter un projet européen là-dessus. Donc, perspective de chiffre d'affaires pour Finwedge. Finwedge, c'est encore une société qui est entre le pré-seed et le seed, qui va passer en série A en 2023, qui va faire son premier tour de table à la fin 2022 et qui ambitionne d'ouvrir assez rapidement un bureau aux États-Unis, quand on sera un peu plus fort pour éviter de se faire écraser tout de suite. Et d'un côté et de l'autre qui ambitionne aussi de travailler sur l'Afrique francophone, inclus le Moyen-Orient, parce que ce qu'on s'aperçoit par rapport à notre solution, c'est qu'il y a des maturités de marché différents. Et donc, comme on travaille comme mon voisin par projet, on a des projets qui sont plus ou moins avancés dans la complexité financière, qui vont plus intéresser une région qu'une autre. Donc en termes de ressources humaines, on est aussi très internationaux. On a eu jusqu'à 6 nationalités différentes chez nous. Il faut vraiment parler anglais. Voilà. Alors il nous reste 5 petites minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que le marché du recrutement FinTech est en tension? Et quels sont les modes de recrutement en externe que vous privilégiez? Je pense, je sais pas, présence forum école, cabinet de recrutement, chasseur de tête, job board, comme on finance. Voilà. Oui, alors on entend beaucoup de choses qui disent qu'il y a beaucoup de chômage en France. Par contre, effectivement, le marché du recrutement est en forte tension. Je pense que voilà, vous allez me rejoindre. Et on voit vraiment une tension qui est très tendue depuis ce début d'année 2022. De notre côté, alors, pour moi, c'est pas forcément une présence en forum, etc. C'est effectivement, il va y avoir la visibilité de l'entreprise, la visibilité de la FinTech, bien évidemment. La proposition de valeur, effectivement, également qu'elle va avoir. Et ça va après passer dans tout l'aspect recrutement. Donc, aller chercher des personnes qui n'étaient pas forcément à la recherche. Et voilà comment nous, on va fonctionner de notre côté. Après, voilà, il n'y a pas de secret. Hein. Le marché est en tension, Donc pour moi, voilà ce que je pourrais rajouter par rapport à votre question. Alors moi, ce que je peux ajouter, c'est qu'on est passé par des chasseurs de tête pour le poste de data scientist, parce que c'est ce qu'on recherche cruellement aujourd'hui. Et ils ont été complètement nuls. Hein. Donc en fait, on est en train de se débrouiller comme des grands. Et pour ça, on passe justement par le CNRS, qu'on aime bien, contrairement à ce que je dis. En plus, on est à Sophia Antipolis, donc on est dans un écosystème où il y a énormément de labos de recherche. Et en fait, les sociétés là-bas, c'est assez commun de s'échanger en fait, les ressources. Donc, pour nous, c'est tendu sur l'IA, parce que pour les Parisiens, il faut quand même se déplacer à Nice. Donc ça peut être un frein. Ça a été un frein, nous, pour un candidat. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en général pour rencontrer les candidats? On est là ce soir. Et puis, j'aime beaucoup tout ce qui est table ronde, comme ce soir, mais pas forcément sur le sujet du recrutement. Ce que j'aime bien, c'est que notre histoire inspire. Voilà. Parce qu'il y a vraiment une envie, il faut qu'il y ait une appétence pour faire partie de notre groupe, hein, voilà, de notre team. Hein, parce qu'on est un vrai team, dans le bien comme dans le mal. Comme je dis à mon team, c'est pire qu'un mariage. Hein, parce qu'il y a vraiment des hauts et des bas. Parce qu'on est souvent à la frontière de l'état de l'art et il y a des gros découragements et puis il y a des moments où on fait la fête, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question avant de clôturer du coup cette conférence? Non? Très bien. Merci à vous trois en tout cas d'avoir répondu aux questions de nos candidats et puis merci pour le sujet. Merci.